bonjour. Ils ont obtenu la grâce de leur gouvernement, les 9 indépendantistes catalans condamnés pour sédition. Pourquoi cette décision du gouvernement espagnol maintenant? Et qu'en est-il des anciens dirigeants indépendantistes, dont Carles Puigdemont? Leur sort est-il réglé? Les analyses depuis Madrid. La Suisse a connu un nombre record de décès l'an dernier en pleine pandémie, un chiffre en hausse de plus de 12% par rapport à 2019. Mais il n'y a pas eu surmortalité et rien de comparable avec la grippe espagnole. Le procès de l'incendiaire présumé de la Broye s'est ouvert ce matin à Fribourg. L'accusé, toujours sous présomption d'innocence, serait l'auteur de 12 incendies criminels en 2017. Et on se rendra dans la banlieue de Zurich en fin d'émission pour parler du film Sammy, Joe und Ich de Karin Eberlein, prix du public du Zurich Film Festival 2020. Le film raconte l'histoire de 3 adolescents, Sammy, Joe et Leila, qui ressentent toute la dureté de la vie peu après l'école et ne gardent la tête hors de l'eau que grâce à leur amitié. C'est un très beau film sur l'adolescence, sa vulnérabilité, sa rébellion entre rêve, insouciance, écrasée par le contexte familial ou les inégalités sociales dues aux origines. Karin Eberlein, sa réalisatrice, et Jana Sekulovska, une des actrices, sont avec nous en direct de Zurich d'ici une vingtaine de minutes. La météo en temps instable et crescendo comme une symphonie revisitée de Vivaldi nous attend cet après-midi. Encore un peu de soleil, puis les nuages, les averses, enfin les orages, parfois forts accompagnés de rafales. La décision est finalement tombée ce matin en Espagne. Le gouvernement accorde la grâce aux 9 prisonniers indépendantistes catalans. Ils étaient condamnés pour avoir tenté la sécession de la Catalogne. C'était en 2017. Le Conseil des ministres se réunit en conférence de presse dans ce début d'après-midi pour en dire plus. Valérie Demont, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes en direct, Valérie, de Madrid, et les indépendantistes sont graciés, mais on ne sait pas encore pour quel délit. Tout à fait. On ignore encore si les grâces accordées porteront sur les 2 délits, sédition et malversation. Alors selon la presse, toutes les peines de prison pour ces 2 délits devraient être pardonnées, ce qui signifierait que les prisonniers pourraient sortir très rapidement, demain ou jeudi. Reste à préciser aussi si les peines d'inéligibilité seront maintenues. Ouais. Et pourquoi le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a-t-il donné son feu vert maintenant ? Alors c'est l'aboutissement d'une longue stratégie de Pedro Sánchez entamée depuis qu'il est arrivé au pouvoir, pratiquement une stratégie discrète, encouragée par le Parti socialiste catalan aussi. Alors en essayant d'établir des contacts avec les plus modérés des partis indépendantistes, mais une stratégie avec des hauts et des bas. En février 2019, par exemple, Pedro Sánchez a convoqué des élections législatives anticipées après avoir échoué avec le vote du budget. Les indépendantistes catalans lui avaient fait défaut. Le calendrier était peu propice, il coïncidait avec le début du procès des indépendantistes catalans. Pedro Sánchez a donc compris que la question des prisonniers revenait à chaque fois comme un boomerang et bloquait politiquement. Il fallait donc ouvrir ce cadenas pour commencer à dialoguer et calmer les tensions. Le sort, Valérie, le sort de tous les dirigeants indépendantistes est-il réglé ? Alors non, pas du tout. Le feu vert pour ces grâces ne concerne que les indépendantistes condamnés en Espagne. Carles Puigdemont et d'autres dirigeants en Belgique et en Suisse n'ont pas de grâce car ils n'ont pas été jugés. Un ordre de détention existe d'ailleurs toujours à leur encontre en Espagne. Le gouvernement espagnol dit travailler sur une réforme du code pénal et des délits de sédition, mais cela pourra prendre du temps. Valérie Demont, direct de Madrid, merci. La Suisse a connu un nombre record de décès l'an dernier en pleine pandémie. 76 200 personnes ont perdu la vie, un chiffre en hausse de plus de 12% par rapport à 2019, selon les chiffres définitifs de la statistique du mouvement naturel de la population. Des chiffres publiés ce matin par l'Office fédéral de la statistique. Mais attention à l'interprétation de ces chiffres, Fouad Boukari. En effet, ce chiffre brut du nombre de morts l'an dernier, 76 200, est certes un record, mais pas la hausse de la surmortalité. Selon Isabella Locatelli, maître d'enseignement et de recherche à Unisanté, il faut aussi tenir compte de la fluctuation naturelle de la démographie. D'une année à l'autre, on a une augmentation de la population et un vieillissement de la population qui vont dans le sens de faire augmenter de façon naturelle le nombre de décès. Donc voilà, l'augmentation observée dans le nombre de décès s'explique en partie par ces changements dans la population. Donc voilà, notamment cette augmentation autour de 12% en 2020 par rapport à 2019 dans le nombre de décès s'explique pour environ un quart avec ces changements dans la population. Et donc on peut estimer à environ 9% l'augmentation de la mortalité, donc honnête de ces changements.
Voilà l'épidémie de Covid-19 qui serait donc potentiellement responsable d'une hausse de 9% de la mortalité l'an dernier, loin d'être un record en comparaison par exemple avec 1918 et l'épidémie de grippe espagnole où l'espérance de vie avait chuté de 10 ans contre seulement 8 mois l'an dernier. Merci Fouad Boukari. Ce matin s'est ouvert à Fribourg le procès de l'incendiaire présumé de la Broye. Ce Fribourgeois de 26 ans comparaît devant le tribunal pénal d'arrondissement. Il est prévenu d'incendie intentionnel, de mauvais traitements infligés à des animaux, d'explosion, de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur. L'accusé, qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence, serait l'auteur de 12 incendies criminels qui ont eu lieu en 2017 dans la Broye. Et ce matin, c'était les témoignages des parties civiles et plaignantes, Maurice Doukas. Viens vite, ça brûle partout. Ce sont les mots qu'a entendu le président de l'Institut équestre national d'Avance, Jean-Pierre Kratzer, en répondant au téléphone à 1h03 du matin en ce 15 juillet 2017. Sa fille, qui vivait sur place, l'avertissait du drame. Elle avait été réveillée par des tuiles qui, sous l'effet des flammes, tombaient par terre. Jean-Pierre Kratzer saute alors dans sa voiture et dans la nuit, il voit au loin des lueurs. Le centre équestre est en flammes. Une autre victime, propriétaire d'un cheval qui est mort dans un des incendies, explique qu'au moment des faits, au cœur de l'été, les portes supérieures des écuries restaient généralement ouvertes. Eh bien, lors de ce sinistre, elles avaient été fermées. Il y avait donc, explique-t-il, une volonté délibérée de faire périr nos chevaux. Il y a enfin cette mère de famille qui parle de son traumatisme. Son appartement était en flammes et elle avait trouvé refuge sur son balcon avec son mari et son bébé de 3 mois emmitouflés dans des linges humides. Alors qu'ils étaient dans cette fâcheuse situation, leurs voisins les filmaient au lieu d'appeler les secours. Une situation, déclare-t-elle, extrêmement dure à vivre. Suite du procès cet après-midi avec la première audition du prévenu. Maurice Doukas, merci. L'État de Vaud veut revaloriser le travail des mamans de jour, une activité qui a tendance à se professionnaliser depuis plusieurs années. De nouvelles directives ont été dictées ce matin. Et concrètement, qu'est-ce qui va changer, Malika Sialom ? Alors, avant de vous expliquer les changements, faisons un rapide état des lieux de cette profession. Il y a un peu plus de 1300 mamans et papas de jour dans le canton, mais principalement des mamans, à 99%. Ce sont pour la moitié des femmes d'une quarantaine d'années avec une formation professionnelle secondaire. Elles gagnent entre 5,60 francs et 8,50 francs par heure et par enfant. Et pour la plupart, il s'agit de leur activité professionnelle principale qui représente 50 heures par semaine en moyenne. Malika, alors le Conseil d'État décide d'améliorer ses conditions de travail de cette activité de maman de jour à compter du 1er septembre. C'est d'abord l'appui pédagogique pour les personnes accueillantes qui sera renforcé avec un accompagnement plus resserré des mamans de jour et la formation sera aussi valorisée pour les aspects éducatifs mais aussi pour les questions de sécurité. Le but, donner une meilleure reconnaissance à la fonction et rassurer les parents sur les compétences des personnes accueillantes. Ensuite, sur le plan financier, la Fondation pour l'accueil de jour des enfants augmentera les subventions aux communes d'1,5 million de francs par an et un autre 1,5 million sera versé au réseau d'accueil de jour. Ces fonds ne serviront pas à augmenter directement les salaires, mais à créer un plan de développement des conditions d'emploi qui devrait amener à terme à une amélioration du salaire cotisant. Ces mesures font suite à un postulat du député Philippe Randin qui remonte à 2012. Il est désormais à la retraite, mais il juge ces changements satisfaisants. Malika Sialom, merci. Un trou en plein centre-ville de Genève, c'est ce que vous verrez si vous passez à proximité de la place des Eaux Vives. Et hier, à l'heure de pointe, la moitié d'un passage pour piétons s'est en effet effondré sur 6 mètres de longueur, 2 mètres de profondeur environ, sans faire de blessés. Mais que s'est-il passé, Adrien Krause ? Eh bien, c'est la rupture d'une conduite d'eau qui est à l'origine de l'événement, Yves. Une fuite qui a érodé le sous-sol avant que ce dernier ne se dérobe sous les roues d'une voiture, sans casse, heureusement. Un événement passablement relayé sur les réseaux sociaux. Impressionnante photo à l'appui. Et avec ça, des thèses parfois farfelues, voire humoristiques, pour expliquer l'incident, comme le récent passage du convoi de Joe Biden qui aurait abîmé la chaussée genevoise, la belle chaussée genevoise. Même si le président américain, on va le dire ici, n'a pas emprunté ce tronçon. Adrien, un effondrement aussi important et rare en Suisse, pas totalement isolé par contre. Oui, on peut notamment citer un cas plus ou moins similaire à Fribourg. C'était dans 2008. Une rupture de conduite avait là aussi créé un trou au passage d'une voiture. Par contre, il n'est pas exceptionnel que des effondrements de petite dimension se produisent à Genève. On en dénombre environ 4 à 6 par année sur les chaussées de la ville. Mais pas de quoi s'inquiéter cependant, estime Nicolas Betty, il est chef du service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité en ville de Genève. En
général, les fuites d'eau, on les constate en surface et on intervient rapidement. Oui, on sait qu'on a des collecteurs d'assainissement en ville qui sont anciens. On a des investissements conséquents depuis quelques années pour les remplacer ou réhabiliter. Donc ça se traduit par des travaux que vous constatez au quotidien. Et puis on a une surveillance aussi de ces réseaux régulière. Donc non, il n'y a pas d'inquiétude spécifique à avoir. Et quant au passage pour piétons qui a disparu hier, des travaux sont toujours en cours pour le réhabiliter. Retour à la normale prévu pour la fin de semaine. Merci Adrien. La Suisse doit-elle ouvrir le mariage aux couples de même sexe? Ce sont nos bulletins de vote qui répondront à cette question le 26 septembre prochain. Ce matin, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter a lancé la campagne en faveur du mariage pour toutes et tous à Berne. Et pour le gouvernement, c'est une question d'égalité. Marielle Savoie. Les couples homosexuels doivent bénéficier des mêmes droits que les couples hétéros. Voilà l'argument principal du Conseil fédéral. Pour le défendre, la ministre PLR Karine Keller-Souter a choisi d'adopter une rhétorique très libérale. L'État n'a pas porté de jugement sur la vie privée et familiale des habitants de ce pays, ni à leur dicter de quelle manière l'organiser. Tous les couples doivent avoir la possibilité de se dire oui devant l'officier d'état civil, et tous les couples qui décident de se marier auront alors les mêmes droits et les mêmes obligations. Alors Marielle, concrètement, qu'est-ce qui va changer si le peuple dit oui en septembre? Bien rien pour les couples hétéros. Les couples de même sexe, par contre, ne pourront plus conclure un partenariat enregistré. Mais s'ils décident de se marier, alors ils auront de nouveaux droits. Ils pourront adopter un enfant à deux. Aujourd'hui, il est seulement possible d'adopter l'enfant de sa conjointe ou de son conjoint. Si un membre du couple est étranger, il bénéficiera d'une naturalisation facilitée. Et les lesbiennes auront accès au don de sperme. Mais attention, le don de sperme anonyme, lui, reste interdit, rappelle la ministre de la Justice. C'est la Constitution fédérale qui dit que chaque enfant a le droit de savoir d'où il vient, et c'est la raison pour laquelle justement le Parlement a trouvé un compromis, et puis a trouvé le compromis de dire que le don de sperme en Suisse est admis aussi pour les femmes qui vivent en couple, et comme ça c'est aussi garanti que ce don de sperme est enregistré dans le registre de l'Office fédéral de la justice. Déjà illégaux en Suisse, le don d'ovules et la gestation pour autrui resteront aussi interdits en cas de oui au mariage pour toutes et tous. Marielle Savoie en direct du Palais fédéral, Laverne, merci. YouTube n'est pas responsable des violations de droits d'auteur. C'est l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne rendu ce matin. La plateforme n'est en effet pas responsable tant qu'elle n'a pas connaissance du contenu illicite. C'est une victoire pour YouTube, propriété de Google, Sandrine Strasser. Oui, pour YouTube et pour les autres plateformes, car la Cour s'est prononcée sur deux affaires. D'abord celle de Frank Peterson, un producteur de musique. Il avait retrouvé plusieurs de ses titres sur YouTube sans son autorisation. La seconde affaire concerne une maison d'édition scientifique. Elle avait porté plainte contre une plateforme de la société suisse Siando, car 3 de ses livres médicaux avaient été téléchargés illégalement. Alors, le producteur de musique et la maison d'édition ont saisi la justice allemande et elle s'est retournée elle-même vers la Cour de l'Union européenne pour lui demander un avis qu'elle a rendu ce matin. Mais cet arrêt, Sandrine, il est déjà obsolète. Oui, parce que les deux histoires datent déjà de 2008 et 2013. Or, il y a une nouvelle directive européenne pour le droit d'auteur, une directive toute fraîche. Nos voisins avaient jusqu'au 7 juin pour la transposer dans leur droit national. Ils ont pris un peu de retard à cause du Covid. Alors, sur le papier, les plateformes auront désormais plus de responsabilités. Elles devront par exemple chercher à obtenir l'autorisation des producteurs de musique, de films, via un accord de licence. Et puis s'il n'y a pas d'accord, eh bien elles devront se donner de la peine, faire tout leur possible pour que les contenus protégés ne soient pas disponibles, mettre des filtres par exemple. Alors est-ce que ça va changer radicalement les choses? Eh bien certains experts en doutent. Ces accords de licence ne seront pas obligatoires. Et puis les géants comme YouTube ont déjà mis en place depuis longtemps des systèmes de filtrage et de notification. Sandrine Strasser, merci. Ils sont les vice-champions du monde en titre de football, les joueurs de l'équipe de la Croatie. Et elle joue sa survie ce soir à l'Euro, la Croatie contre l'Écosse. Ils doivent impérativement s'imposer à Glasgow, sinon c'est l'élimination, Jérôme Jeannin. Imaginez, oui, la Croatie éliminée au premier tour, ce serait évidemment un immense fiasco pour cette équipe finaliste de la dernière Coupe du Monde, mais vieillissante et qui ne compte qu'un point, un seul, après ses 2 premiers matchs. Sur le papier, Modric et ses coéquipiers partiront largement favoris contre l'Écosse, mais attention, les Écossais viennent de voler un point à leur rival anglais, ils ont pris confiance. En plus, ils seront portés par leur public à Hampden Park et par la volonté d'écrire une page d'histoire. L'Écosse n'a jamais
franchi le premier tour d'un tournoi majeur. Il y a une belle rencontre à suivre et l'autre match du jour, Jérôme, c'est Angleterre-République tchèque. Oui, les résultats d'hier soir ont pas mal raboté le suspense et l'enjeu puisque ces deux équipes sont déjà qualifiées avant même de s'affronter. Du coup, l'intérêt sera de savoir qui va terminer premier du groupe et si l'Angleterre aura vraiment envie de terminer première. Ça devrait être évident, ça ne l'est pas parce que le vainqueur de ce groupe va se coltiner un 8e cauchemardesque contre la France, l'Allemagne ou le Portugal. Le match de ce soir risque donc d'être pollué par des petits calculs d'épicier et par des considérations stratégiques. Petit calcul qu'on a fait aussi ces derniers jours pour l'équipe de Suisse. Merci Jérôme Jeannin. Des matchs à suivre. Angleterre, République tchèque et Écosse, Croatie. Ils débutent à 21h. Ils sont à suivre ce soir sur RTS 2. L'Afrique est victime d'une flambée de nouvelles infections de Covid-19, notamment due à la présence de variants. Et il y en aurait 5, en particulier en Ouganda. Le gouvernement a donc décidé ce week-end de placer le pays en confinement partiel. Couvre-feu à 19h, interdiction des transports publics ou privés, fermeture des écoles, des commerces, des lieux de culte. Et cependant, près d'1 mois et demi, des mesures qui placent de nombreux Ougandais dans une situation d'extrême précarité. Le reportage à Kampala de Lucie Mouillot. Assis devant un magasin, Hakim observe les routes vides de Kampala. Sans bus ou mototaxi, seuls quelques camions et voitures passent devant lui. Depuis l'interdiction des transports en commun, il n'a pas encore pu se rendre au travail. Si je travaille aujourd'hui, le lendemain je peux manger, mais si je ne travaille pas, je ne mange pas. Je ne sais pas comment je vais survivre. Comment peuvent-ils nous enfermer sans nous donner à manger? Une situation difficile alors que le salaire moyen est de moins de 2 € par jour. Pour beaucoup, une solution s'impose, marcher parfois pendant des heures jusqu'au travail. Parmi les nombreuses files de piétons, William, propriétaire d'un cybercafé. Aujourd'hui, j'ai marché de chez moi jusqu'ici pendant 3 heures et je vais devoir fermer tôt pour pouvoir rentrer avant le couvre-feu. Mais je ne pense pas pouvoir faire ce trajet tous les jours. Certains jours, je vais rester chez moi. À côté de lui, plusieurs mototaxis attendent au bord de la route. Interdiction pour eux de travailler, sauf pour des livraisons. Une bien maigre consolation pour Kenneth. Qui va me confier un colis sans me connaître? Tout est bloqué, je n'ai rien à manger. Et je ne peux rien faire, je n'ai aucune option. Je dois essayer de m'en sortir malgré tout. Beaucoup craignent de ne plus pouvoir payer leur loyer, comme Immaculate, 2 masques sur le visage, à la recherche d'une solution pour remplacer son travail bloqué avec le couvre-feu. Je gagne ma vie grâce à mon stand de friture. Mais avec le couvre-feu, ce n'est plus possible. Et pour l'instant, je n'ai pas de solution. La situation est grave, le Covid est partout, mais comment on va s'en sortir, c'est bien là le problème. Depuis le début de la pandémie, la précarité a déjà largement augmenté en Ouganda, passant de 19 à 22% de la population sous le seuil de pauvreté. Lucie Mouillot pour RTS Info, Kampala. C'est une campagne totalement décalée en Belgique pour la sécurité routière et qui tourne sur les réseaux sociaux et à la télévision. On va le voir avec vous, Alain Franco, dans un instant. Le clip met en scène un trader cynique d'un genre assez particulier. On commence par un extrait. Ici, c'est chez moi. C'est beau, hein? Avec la gueule que j'ai, tu te demandes comment ça se fait que j'ai autant de fric? Je parie sur les futurs accidents de la route. J'ai une spécialité. Les jeunes. Les jeunes qui roulent sous influence de la drogue, de l'alcool, peu importe du moment que ça pète. C'est glauque, hein? Ça me rapporte un maximum de fric. Merci Chloé, merci Malik. Bronzé devant son grand château, un visage de pirate tout buriné, il n'a pas vraiment la gueule de l'emploi. Mais ce trader ne parie pas sur les cours du franc suisse. Son truc, c'est les accidents de la route. Chloé et Malik, ce sont les petits noms de ces 2 Lamborghini, payés grâce à l'argent encaissé sur leur mort. D'habitude, son business marche plutôt bien, mais avec l'Euro de foot, c'est carrément le bonheur. Football, alcool, drogue, normalement, ding-a-ling-a-ling, bingo. Alcool et gaz hilarant, c'est l'accident de voiture assuré, tu vois. À Bruxelles, 13% des accidents graves impliquent un usage d'alcool et ou de stupéfiants. 14% des conducteurs de moins de 34 ans reconnaissent conduire après avoir respiré des gaz hilarants. Avec l'Euro, les courbes pourraient être à la hausse, alors que l'équipe nationale, les Diables Rouges, volent de victoire en victoire. Il fallait donc réagir. Second degré et référence à l'appui. Le trader est incarné par Guy Stomont, un acteur connu de tous ici, pour son personnage d'odieux nouveau riche dans le cultissime Dickeneck.
Il n'y a plus un seul glaçon dans ce frigo. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, mais en fait... C'est pas à toi que je parle, c'est à ma femme. Fais un peu jouer avec ta tondeuse, toi, idiot. Cette campagne, qui appelle avec humour les jeunes à déjouer les pronostics, tourne en boucle sur les réseaux sociaux et à la télé avant les matchs. Alain Franco, RTS Info Bruxelles. Merci Alain. À découvrir évidemment sur les réseaux sociaux cette campagne totalement décalée en Belgique pour la sécurité routière qui tourne sur les réseaux sociaux, à la télévision et du cinéma. On en parle encore avec nos invités. Le 12-30, Yves Zanon. C'est l'histoire de 3 amies, Samy, Jo, Leila. Elles sont adolescentes, inséparables. Elles vivent dans la banlieue de Zurich. Chacune est enfant de réfugiés. Chacune traverse une période familiale difficile. Et à la fin de la scolarité obligatoire, au moment où se pose la question de son avenir professionnel, arrivent plusieurs événements qui vont bouleverser leur amitié. C'est un magnifique film sur l'adolescence, sa vulnérabilité, sa rébellion, entre rêve, insouciance, tiraillée par l'autorité patriarcale familiale, ou celle du patron d'apprentissage, ou de l'endoctrinement, ou encore sur les inégalités sociales quand votre nom ou votre origine dicte vos chances de réussite. Ce film s'appelle Mia, moi, Samy, Jo et ich. Alors, j'ai un peu de peine, c'est en allemand, mais elles vont avoir bien plus de peine. En tout cas, elles s'en donnent pour nous. Parler en français. Bonjour, Karine Eberlein et Jana Sekulowska. Bonjour. Merci d'être avec nous. Samy, Jo und ich, c'est votre dernier film. Karine Eberlein, garde toujours plus de rêves dans ton âme que la réalité ne puisse pas tout détruire. C'est par ce proverbe que s'ouvre le film. Le rêve, c'est ce qui anime le plus cette période de l'adolescence, avant la dure réalité de la vie. Un rêve qui peut vite être brisé, on le voit dans le film. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y consacrer un film, Karine Eberlein? Bon, je pense que c'est un proverbe indien et j'aime beaucoup. Je pense que c'est une philosophie de la vie très vraie ou très honnête, on peut dire. Et c'est ça, dans l'histoire, c'est une chose que la mère de Leila avait donnée comme un cadeau pour elle, pour la vie. Et c'est ça qui porte l'espoir de l'histoire. Et cette histoire, elle est basée sur des histoires vraies? Oui. C'est une fiction basée sur des histoires vraies. Ouais. Chacune de ces adolescentes, Karine Eberlein, elles vivent des schémas familiaux différents. Ils sont tous assez difficiles et ils sont tous toujours vécus du point de vue des filles, jamais de l'adulte. Pourquoi ce choix? Parce que je pense que c'est une perspective qu'on n'a pas beaucoup racontée. Ça veut dire, j'avais envie de raconter cette perspective, de découvrir le monde et les difficultés et les manières de s'aider dans cette situation par la perspective des jeunes femmes. Et Jana Sekulowska, vous jouez justement le rôle de Leila dans ce film, Samy, Jo und ich. On voit bien que même dans le titre du film, il n'y a pas votre prénom, donc c'est bien vous, on a l'impression, qui êtes au centre de cette amitié-là. Est-ce que votre rôle-là vous convient aussi à vous? On parle d'histoire vraie, mais d'une fiction. C'est un parcours similaire ou que vous avez rencontré dans votre entourage, une vie que vous voyez parmi vos amis? Oui, j'ai quelques amis qui sont dans une situation pareille. Et je pense que oui, c'est très pareil. Et on sent dans votre personnage, Leila, que c'est celle qui donne l'impression d'être la plus stable, c'est celle qui soude le groupe, comme je viens de le dire. Et pourtant, on sent qu'il y a une rage intérieure chez Leila. Est-ce que c'est juste? Oui, je pense que la rage de Leila vient de ce qui se passe avec Joe et aussi la situation avec Samy. Oui. Alors, basées toutes sur des histoires vraies, mais chacune de ces adolescentes, on le comprendra sans vouloir tout dévoiler du film. Karine Eberlein, vous me l'avez bien dit juste avant, attention, il faut pas trop tout dire parce que ça va spoiler, en tout cas peut-être masquer l'intérêt des gens pour ce film qui sort demain dans toutes les salles. Hein. Mais peut-être sur ces 3 distinctions. Alors, on parle beaucoup de ces filles, de ces femmes aussi qui doivent s'occuper de ces filles, des papas, en tout cas cette figure masculine. Elle est présente d'une autre manière. Pourquoi cette séparation entre ce concept, on va dire, de sororité entre ces amis inséparables et cette figure paternelle qui peut être très difficile dans le cas d'une des 2 filles ou du chef, chef d'apprentissage d'une des autres filles adolescentes. Il y a une figure paternelle, une figure de l'homme qui est très forte par rapport à celle de la femme, on va dire, absente, mais alors moins dans le côté du côté de
chez ces adolescentes. Pourquoi avoir décidé de faire ce partage-là particulier? Je pense que je ne sais pas faire cette partition parce que, par exemple, le père de Leila et le frère de Leila, il y a cette amitié ou cette solidarité qui est le cœur du film. Il y a aussi là, avec cette famille. Pour ça, je ne peux pas dire... Je pense que le film montre la solidarité entre quelques personnes et plutôt entre les trois amis parce que l'histoire est racontée pour la perspective d'elle. Mais oui, il n'y avait pas un point pour montrer ça. C'était un point de montrer une réalité qui existe avec tous les couleurs qu'il y a, si on peut dire ça. Absolument. Il y a aussi plusieurs points de rupture dans votre film Sammy, Joe und ich, avec notamment une envie de vengeance à un moment donné, personnelle. Au final, le préjugé qui a tant été redouté sur son appartenance, sur ses origines, sur le fait d'habiter en banlieue, tout cela fait qu'on se retrouve dans une forme de boucle où on redoute un préjugé et finalement, il arrive aussi parce que on voit que on fait pas confiance, elles ne font pas confiance ni à la justice ni à la police dans ce film. Oui, je pense que pour quelques personnes, c'est aussi une réalité parce que je dirais pas que ça c'est juste, mais c'est ça vient d'une expérience qu'on a. On juge la situation d'une expérience qu'on a vécue. Et oui, il faut le changer. Pour ça, on raconte les histoires. Yana Sekulovska, est-ce que vous avez pu utiliser ce que vous avez vécu dans votre vie d'enfant, dans votre vie de jeune adolescente, pour vous inspirer, pour jouer dans ce film? Est-ce que Karin Eberlein vous a laissé carte blanche, on va dire, laisser la place à de l'improvisation aussi, laisser parler vos émotions, ce que vous aviez vécu? Oui, je pense que Karine m'a fait un espace, comme ça je peux improviser et comme ça, parce que je pense quand tu as de l'émotion, tu ne peux pas faire comme le texte. Quand tu as des émotions, tu fais comme ça. Et je pense aussi, nous avons une année presque le film, nous avons préparé avant le film et comme ça j'ai préparé toutes les choses avec les trois amis et aussi avec Karine. Et comme ça, nous préparons toutes les scènes et toutes les émotions. Eh oui. Absolument. Et il y a aussi, Karin Eberlein, ce point de bascule dans la vie de ces adolescentes à la fin de la scolarité obligatoire, comme si à partir de ce moment-là, rien n'allait plus être comme avant. On comprend bien qu'elles vont plus être ensemble à l'école, suivre les mêmes cours. Là, il y a un point de bascule et qui est assez marquant finalement dans toutes les adolescences qu'on a connues, j'imagine, en tout cas pour moi, oui, aussi. Oui, mais oui, je pense qu'il y a les points les plus grands et ça, c'est un point qui change beaucoup. Mais il y a beaucoup de points dans la vie qu'on rencontre qui font ça. Et je pense que ça, ce que ce film veut donner, c'est une espoir ce que se passe, on peut changer, on peut contrôler et prendre la direction de ta propre vie. Voilà, c'est ce que vous soulignez effectivement, dans ce film, Karin Eberlein, avec ces proverbes qui arrivent au début, qui arrivent à la fin du film. Alors, selon vous, les rêves qui sont annoncés au tout début sous forme de proverbes, ces rêves, malgré les changements, les accidents de route, ils peuvent pas être brisés, ils peuvent être changés, ils peuvent être revécus? Oui, je pense oui, parce qu'on peut décider de pas être la victime de la vie, mais de prendre la vie dans les mains. Et c'est pas juste. La vie, c'est pas juste. Il y a des gens qui ont des difficultés beaucoup plus grandes que les autres. Absolument. Ça, c'est vrai. Mais tu peux prendre ta vie si tu veux. C'est ça. Prendre sa vie en main, eh bien, c'est ce message d'espoir, en tout cas de réalité que vous avez soulevé dans ce film, Sammy, Joe und ich. Il sort demain dans les salles romandes. Merci Karin Eberlein, réalisatrice, d'avoir été avec nous. Merci aussi à Yana Sekulovska d'avoir été avec nous en direct de Zurich et d'avoir fait cette interview en français. Belle suite à vous et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Il y a encore des éclaircies en ce début d'après-midi, on prend des nouvelles du temps. La météo, avec De Villars, votre partenaire du copieur à la gestion électronique de documents, devillars.ch.
Le ciel qui se charge de plus en plus jusqu'à l'arrivée d'averses ou orages à partir du milieu de l'après-midi. Ils seront parfois forts, ces orages dans les Alpes. Des orages probablement aussi dans les Préalpes et sur le plateau et dans le Jura. Demain, mercredi et jeudi, la matinée sera assez ensoleillée avec localement quelques bancs de grisaille. Puis les nuages arriveront et puis des averses et des orages parfois forts. Et c'est la fin de ce 12-30. Merci de votre attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction et technique. Josiane Perret, Yanis Bordas, Alex Davoine. Demain, Coralie Claude, ce 12-30. Excellente journée. Et 13h sur la première.